Nous vous invitons à écouter Harold de Micro, bonjour à tous. Après quelques semaines d'absence, nous étions obligés de nous rendre en province pour la couverture de la période préélectorale. Nous voici encore ensemble pour une nouvelle émission Regard en périscope. Aujourd'hui, j'ai tenu à réunir autour de ce micro différents membres de notre équipe de rédaction pour faire le point sur ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire du ciment d'Haïti. Affaire qui a rebondi avec une fameuse dépêche du correspondant de l'AFP en Haïti. La publication de cette dépêche par certains confrères, leur diatribe après une mise au point de Radio Haïti Inter, ont suscité pas mal de controverses qui ont contribué à brouiller les contours d'une situation déjà difficile à appréhender. Cette formule, discutée en table ronde, un événement d'actualité, ne sera pas appliquée chaque dimanche, mais de temps en temps, nous aurons à nous réunir ainsi. Pour aujourd'hui donc, c'est le ciment d'Haïti qui va être discuté autour de cette table ronde qui débutera avec une brève mise au point de Jacques Jean-Baptiste. Justement, nous avons écouté avec ahurissement Harold avant-hier les différentes prises de position de certains confrères autour de l'analyse faite dans la matinée de jeudi par notre collaborateur Jean sur la célèbre et mystérieuse dépêche du 17 janvier signée de Dominique Levanti. Dépêche non reçue, comme vous le savez bien, à Radio Haïti Inter, alors que nous disposons, comme tout le monde, d'un téléscripteur, mais qui a été diffusée à bout portant. Et sous le nom de l'AFP. Oui, par nos confrères de Radio Nationale et Radio Métropole. Ces confrères n'ont pas hésité un seul instant à nous désigner du doigt comme des opportunistes, des antinationaux, et à nous qualifier d'avocats marrons à la solde de l'ambassade de France. Nos auditeurs conviendront avec nous qu'il n'a jamais été question, ici, à Radio Haïti, de défendre le point de vue de l'ambassade française en Haïti, mais de souligner plutôt l'irresponsabilité et l'inconséquence d'un correspondant de presse d'une part, et d'autre part, la légèreté avec laquelle il expédie ses dépêches. Rappelez-vous l'affaire du 17 mai, disons du 16 mai, lors des élections présidentielles dominicaines. Le but de cette intervention est premièrement d'analyser la dépêche, attribuée à tort à l'AFP, d'en faire ressortir les dessous et d'expliquer en quoi la dépêche représente un élément de chantage, non pas en faveur du gouvernement haïtien, comme elle le laisse croire au prime abord, et c'est justement cette subtilité que nous avons essayé de mettre en lumière la semaine dernière et qui nous a valu l'étiquette d'antinationaux. Nous disons nous parce qu'il ne s'agit pas, dans ce cas précis, d'une affaire dans laquelle on essaie de mettre en cause notre collaborateur ici présent, Jean, mais Radio Haïti. Et je pense que cette mise au point est importante. Car à Radio Haïti, c'est une équipe qui prépare les informations. Ce qui revient à dire que tout ce qui passe sur les ondes a été préalablement discuté. C'est donc avec l'adhésion de tous que notre collaborateur a fait la mise au point qui nous est aujourd'hui querellée. Voyons un peu la dépêche de l'AFP et prenons-en les passages clés. Notre dossier est sur le bureau de M. Giscard d'Estaing et nous perdons 10 000 $ par jour à la suite de cette baisse brutale en contradiction avec un accord gouvernemental antérieur, a affirmé M. Claude Lambert, président de la société, qui a, semble-t-il, multiplié les pressions aux 4 ministres haïtiens, commerce et industrie, finances, justice et mines, chargés des négociations. La Gitarette qu'aurait affirmé M. Lambert, parce que jusqu'à présent, Dominique Levanti n'a jamais dit à quelle occasion M. Lambert a fait cette déclaration. Je poursuis. Si c'est un chantage à la coopération haïtiano-française, il est en contradiction avec la politique giscardienne vis-à-vis du tiers-monde, et d'ailleurs, cette coopération est à son niveau le plus bas,
depuis le départ d'un ambassadeur français très actif, Bernard Dorin, actuellement nommé à Pretoria, indique-t-on du côté haïtien. Vraiment, il faut être dupe ou de mauvaise foi pour ne pas voir la manœuvre qui a été tentée par le correspondant de l'AFP. M. Lambert, selon la dépêche, aurait déclaré que son dossier, en l'occurrence celui du ciment d'Haïti, serait sur le bureau de Giscard d'Estaing. N'importe qui, en lisant cette phrase, penserait immédiatement qu'il s'agit du président français lui-même. Façon discrète de faire comprendre au gouvernement haïtien et de lui dire « Attention, le président de la République française suit de près la situation ». Dès lors, on peut imaginer facilement la réaction du gouvernement haïtien face à une telle manœuvre. Intervenir auprès de son ministre du Commerce pour lui demander d'abandonner la lutte et de rechercher, si possible, un règlement à l'amiable qui profiterait moins aux intérêts nationaux qu'à ceux de la multinationale. Ce n'est un secret pour personne que la mesure du ciment d'Haïti est une mesure sociale. Si on arrivait à prouver que l'usine n'est pas déficitaire, je pense que les petites bourses seraient les premières à en bénéficier. Alors, oui, j'ai parlé du communiqué du 4 décembre. Je crois, Jacques, que je devais t'interrompre depuis le début de ta réplique pour dire que, ou du moins pour prolonger l'entrée en scène d'Harold, car il ne s'agit pas pour nous de polémiquer, mais au moins d'éclairer l'opinion publique, car nous ne sommes pas touchés du tout par les qualificatifs qui nous ont été dévolus. Pas du tout, mais simplement faire une mise au point, éclairer l'opinion publique. Je crois que le maître de jeu a quelque chose à dire. Justement, on devait commencer par faire ressortir ce qui a trompé peut-être nos confrères, le côté pro-gouvernement haïtien de ce texte de Dominique Levanté. Si vous permettez, je vais jouer le rôle de l'avocat du diable, si l'on ose dire. L'avocat du diable, eh bien, le diable, en l'occurrence, est très intelligent, comme toujours. Et le rédacteur de cette dépêche, le correspondant de l'agence France-Presse à Port-au-Prince, a bien dosé les choses et a su enrober dans du miel les deux passages que, si justement, Jacques, nous avons découverts, nous avons mis en lumière. Mais ce miel, il faut le voir, il faut le sentir, il faut le goûter, comme nos confrères de la presse parlée ont pu le goûter, et comme peut-être des membres du gouvernement ont pu l'apprécier, car la dépêche dite de l'agence France-Presse, mais qui en fait n'est qu'une dépêche du correspondant à Port-au-Prince de l'agence France-Presse, semble présenter les positions du gouvernement haïtien et les positions de l'opinion publique haïtienne, les positions techniques de la commission d'enquête. Les négociations engagées à propos du différend opposant le gouvernement haïtien à la société multinationale du ciment d'Haïti n'ont pas abouti, apprend-on vendredi à Port-au-Prince. Première chose sur laquelle nous reviendrons, il n'y a pas eu de négociation. Ceci, le ministre du Commerce l'a dit clairement, il y a eu des pourparlers, il y a eu des conversations, il y a eu toutes sortes de choses, mais pas des négociations. Il y avait des négociations à propos du différent ouvrier patron ciment d'Haïti. À propos du licenciement des 118 ouvriers. Oui, et concernant également l'augmentation de 16% et les 14% restants. Mais il n'y a jamais eu de négociation à ce niveau. Gouvernement haïtien, société multinationale. Il n'y a jamais eu. Voilà. Alors il dit, le ciment d'Haïti propose... le ciment d'Haïti SA, propriété à 70% des cimenteries Lambert, conjointement, etc., avec des intérêts, avait répondu en mettant à pied 118 ouvriers. Voici donc l'élément d'information de la dépêche. Cette mesure considérée comme une représaille maladroite, voilà le miel, représaille maladroite, par l'opinion publique haïtienne, suscitait un mouvement de solidarité populaire et n'avait pas amélioré l'image de marque d'une société jugée déjà peu sociale. Cela, dans l'opinion publique haïtienne,
Tout le monde le sait, effectivement, le ciment d'Haïti n'a pas une belle image de marque et nous n'évoquerons pas aujourd'hui, pour le décorum et pour les convenances, la mort de notre camarade Gasner Raymond, qui a été salué, on le rappelle, par le syndicat des ouvriers du ciment. Et voilà donc, en première partie, un petit coup de chapeau, en passant à l'opinion publique haïtienne, et puis on introduit les deux éléments que Jacques a soulignés, c'est-à-dire les deux éléments qui glissent la peau de banane dans cette dépêche de l'AFP. Mais pour conclure par une prise de position qui semble ferme, qui semble chevaleresque, aux côtés du gouvernement et de l'opinion publique haïtienne. Je cite, « En fait, les difficultés du ciment d'Haïti sont dues à une mauvaise gestion financière et administrative, et la compagnie a choisi la voie d'augmentation répétée ruineuse pour l'économie nationale, ajoute-t-on de même source, en précisant que l'État actionnaire à 16,5% n'a touché aucun dividende depuis 1972. Voilà qui devrait réconforter tous les hauts fonctionnaires de l'État et leur faire dire que le correspondant de l'agence France-Presse défend leur position. Effectivement, en conclusion, il défend si bien les positions qu'il révèle même des éléments de dossier. Il reste à expliquer, estiment pour leur part les observateurs, comment, avec une des main-d'œuvre les moins chères du monde, la matière première calcaire gratuite à la portée de l'usine, un port privé pour l'arrivée du fioul, la société qui détient en plus un monopole de fait depuis 1954, produit un ciment techniquement inférieur à un des prix les plus élevés du marché international. Et il cite 50,59$ la tonne métrique ex-usine et 42,12$ après la baisse. Voilà donc les éléments clés de l'argumentation haïtienne face à la multinationale, éléments clés repris par la dépêche de l'agence France-Presse. Le correspondant, la dépêche dite de l'agence France-Presse, le correspondant semble donc prendre à sa charge ces éléments clés. Mais, comme Jacques vient de le montrer, il y a, dans ce dosage subtil du pour et du contre, une dialectique qui permet de glisser ainsi deux choses, la déclaration de Claude Lambert à propos de Giscard d'Estaing et aussi le chantage à la coopération franco-haïtienne. Ah, c'est là la question. Cette phrase, si c'est un chantage à la coopération haïtiano-française, il est en contradiction avec la politique giscardienne vis-à-vis du tiers-monde. Je vous fais remarquer que le mot politique giscardienne vis-à-vis du tiers-monde, glissé là comme par hasard, permet ainsi à la référence vague, quelques lignes plus loin, référence à Giscard d'Estaing, permet ainsi au lecteur de croire qu'il s'agit bien du président de la République française. C'est un petit montage subtil, mais bien fait, qui permet ainsi de bien croire que le dossier est sur le bureau du président de la République française. Et c'est ça qui est important pour lui. Et à remarquer que même dans la partie où il prend position apparemment pour le gouvernement haïtien, il s'est servi d'une série de données qui, en fait, n'a aucune valeur aux yeux de l'observateur européen, ou en général, l'observateur en général, tant que la commission technique n'aura pas terminé son enquête. C'est là où il glisse cette incertitude, car je crois que, tu fais bien de le remarquer, il n'y a pas encore de communiqué officiel du département du commerce qui fasse le bilan des travaux de la commission d'enquête, et en glissant cela, il a l'air de prendre position en notre faveur, mais en définitive, il jette encore un flou sur les positions haïtiennes. Oui, c'est pas encore bien défini, parce qu'il y a une commission technique qui enquête au ciment d'Haïti sur la situation financière de l'usine. Donc c'est après les résultats de cette enquête qu'un observateur pourrait se faire une opinion exacte sur cette partie, justement. Là où on a tendance à prendre que cette dépêche pour une véritable machination, c'est là où l'on découvre une sorte d'erreur journalistique commise par le correspondant. Parce que comment expliquer qu'un journaliste face à un interlocuteur comme M. Lambert n'ait pas à s'interroger sur l'identité de Giscard d'Estaing? Oui, parce que Monsieur Giscard d'Estaing, c'est un peu vague. Quel Giscard d'Estaing? De quel Giscard d'Estaing M. Lambert a-t-il voulu parler? Parce que moi, mon expérience de journaliste... En fait, avec mon expérience de journaliste, je crois que en face de M. Lambert, ma réaction serait de dire immédiatement, est-ce
le président de la République française. Parce que utiliser le nom de Giscard d'Estaing, l'enjeu est trop important pour laisser planer un doute. Mais remarque, Harold, qu'en tant qu'haïtien, tu pourrais commettre l'erreur. Mais quand même, tu non. pourrais prendre quand même. Giscard d'Estaing pour Oui. Valéry Giscard d'Estaing. Parce que lui a même Mais lui, il est l'expérience. français, il sait bien Oui, c'est vrai. qu'en France, il y a plusieurs Giscard d'Estaing et il aurait dû insister auprès de M. Lambert pour avoir le prénom de ce Giscard d'Estaing. Surtout que, Jean, c'est vrai, il ne s'agit pas de M. Valéry Giscard d'Estaing. Mais non, il ne s'agit pas de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française. Et l'ambassadeur de France l'a dit lors de sa conférence de presse, il l'a dit devant tous les journalistes. En fait, ce dossier du ciment d'Haïti se trouve effectivement sur le bureau de M. François Giscard d'Estaing, qui, cousin du président de la République française, est à la tête d'une organisation bancaire chargée de coordonner les investissements français à l'étranger. Donc la réponse est quand même subtile. Quand on dit sur le bureau de M. Giscard d'Estaing, le journaliste qui accepte cette déclaration sans faire ce que Harold vient de vous rappeler, qui est la réaction automatique de tout professionnel du journalisme, c'est-à-dire de demander à l'interlocuteur, mais qui est-ce le président de la République française? Le journaliste qui accepte une pareille déclaration sans réagir se fait, disons, le complice d'un malentendu maladroit, mais aussi malicieux. Oui, Jean, dans le cas où ce serait vraiment Valéry Giscard d'Estaing, on ne s'explique pas la rétractation du gouvernement français. Parce que, Non, en démontrant Jean, que Jean a la une nouvelle a confirmation. été diffusée par l'AFP... Non, il y a eu gouvernement- confirmation, c'est confirmé, Ah non, c'est pas à M. présent, Valéry à présent, Giscard il est bien clair que dans les différentes prises de position de nos confrères, à partir du moment où la dépêche serait tombée des lèvres de M. Christian Lyonnais, le chef du bureau parisien du Républicain Lorrain et correspondant de Radio Nationale, à partir de ce moment, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il y a eu plusieurs nuances dans les positions de nos confrères. On a commencé par dire que cette dépêche était tombée sur un circuit restreint de l'agence France-Presse, et puis M. Christian Lyonnais est venu, et au micro de Radio Nationale, il a déclaré qu'il avait eu ces petits trucs pour trouver cette dépêche, et ce qui signifiait clairement, dans notre langage, que cette dépêche n'était jamais tombée sur un service quelconque de l'agence France-Presse, tant sur le réseau local français que sur les réseaux internationaux. Et ceci a été confirmé par un télégramme qui a été envoyé par l'agence France-Presse aux médias intéressés, télégramme où l'agence France-Presse se dégage de toute responsabilité concernant cette dépêche. Voilà donc la position actuelle. Mais entre-temps, nos Et Jean, confrères... ce télégramme a été diffusé. Ce télégramme, l'envoi de ce télégramme nous a été annoncé justement par l'ambassadeur de France au cours de cette conférence de presse. C'est-à-dire que c'est l'ambassade qui a reçu Non, le télégramme. Je n'ai pas de précision là-dessus. Mais il semble que l'ambassade de France... Non, il est certain que l'ambassade de France hier, par la voix de l'ambassadeur, ait annoncé l'envoi d'un télégramme signé de l'agence France-Presse aux différents médias qui ont diffusé cette dépêche attribuée à l'agence France-Presse pour nier toute responsabilité. Voilà donc qui est clair. Mais entre-temps, attention, entre-temps, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé chez nos confrères. C'est que, devant la possibilité de prouver que cette dépêche était tombée sur un réseau de téléscripteurs quelconque, devant les déclarations très objectives et très honnêtes de Christian Lyonnais qui dit « J'ai eu cette dépêche par des moyens personnels journalistiques », niant ainsi l'assertion précédente que la dépêche aurait pu être trouvée sur un réseau discret, un réseau fermé, un petit réseau privé particulier. Eh bien, à ce moment-là, on a parlé de la liberté de l'information dans le tiers-monde. Et on a évoqué Amadou Makhtar Mbo et le président de la République sénégalaise, Léopold Sédar Senghor. Je crois que pour défendre le correspondant de l'agence France-Presse en Haïti, pour cautionner ces contre-vérités, pour ne pas dire ces mensonges, pour cautionner ces manœuvres de transmission de chantage, c'est un peu fort. Jean, attends, parce que je crois qu'il a eu la prudence de dire que je ne cautionne pas le contenu du texte. Je crois qu'il a dit ça. Hein. Oui, donc, dans ce cas, il reconnaît que le texte vraiment n'est pas tout à fait en faveur du gouvernement haïtien. Et là, je m'explique difficilement comment il a pu quand même maintenir sa position. Moi, Harold, en lisant la dépêche,
Ma première réaction a été de dire que l'affaire se corse, que la coopération française en Haïti est menacée. Je me suis dit encore, pourquoi les journalistes n'ont pas analysé la dépêche avant de la diffuser? Nous ne savons pas si, en ce qui concerne ce que tu viens de signaler, si nos confrères se sont trompés de bonne foi. Écoutez, je veux comprendre une chose. C'est que, comment expliquer la déclaration selon laquelle nous serions des antinationaux? En fait, implicitement, nous serions des antinationaux. Cette question que tu poses là me permet de poser une autre. En quoi pouvons-nous prouver que cette affaire de dépêche de l'AFP ne concerne pas des Européens uniquement? C'est-à-dire ne concerne pas l'ambassade de France et le correspondant de l'AFP en Haïti uniquement. En quoi? Eh bien, moi je crois qu'il faut faire le distinguo. Il y a d'abord le passage où le correspondant de l'agence France-Presse à Port-au-Prince veut mettre face à face l'actuel ambassadeur de France, M. Louis Deblé, et son prédécesseur, M. Bernard Dorin. Il s'agit là d'un règlement de compte personnel d'un Français établi à Port-au-Prince, en l'occurrence le correspondant de l'agence France-Presse, et l'ambassadeur Deblé, qui pour une raison ou pour une autre aurait pu déplaire à ce correspondant. Donc cette histoire, cette querelle entre Français ne nous concerne pas, certes, et nous n'avons pas à nous en mêler. D'autant, et je peux le dire, ceci répondra à toutes les qualifications dont j'ai été l'objet, d'autant que ce même correspondant, alors qu'il fréquentait régulièrement les couloirs de l'ambassade de France, se plaisait à m'y qualifier d'anti-français, il se plaisait à m'y qualifier d'américanophile, d'agent de la CIA, que sais-je encore. Tout cela parce que j'avais eu l'idée de défendre la culture nationale, le créole, etc., etc., ce qui n'avait pas l'heure de plaire à ce correspondant. Mais cette affaire, à ce niveau, relève des petites zizanies entre Français dans lesquelles nous n'interviendrons pas. Ce qui ne relève pas d'une querelle entre Français, c'est la tentative entre Européens, c'est la tentative de chantage, c'est-à-dire le relais du chantage exercé par le président directeur général du Ciment d'Haïti, qui, en disant Giscard d'Estaing, veut induire en erreur l'opinion publique et le gouvernement haïtien, et il trouve en son interlocuteur, en l'occurrence un journaliste qui aurait dû avoir une réaction professionnelle, il trouve en lui un complice, quelqu'un qui introduit dans une dépêche, qui a l'air d'être une dépêche en faveur du gouvernement haïtien, un élément de chantage, et de chantage malicieux, de chantage perfide, un élément de chantage perfide dans une négociation qui n'a pas encore commencé. Mais Jean, je ferai remarquer à propos de ce mot du confrère qui a eu à parler d'affaires entre Européens, que pour le journaliste, du moment qu'on fait intervenir la question du chauvinisme, on se fixe des limites absolues presque. Par exemple, comment un journaliste qui prétend que un journaliste haïtien n'a rien à voir dans une affaire entre Européens pourrait-il opiner dans un conflit entre, par exemple, l'Iran et les États-Unis, entre le Nicaragua et Cuba? Oui. Comment, par exemple? Bon, si l'on essaie de dépasser l'aspect raciste de cette question, disons, revenons sur le problème de la liberté de l'information. Amadou Matarimbo a dit que l'information doit circuler. Quand un journaliste ou bien un responsable d'organe d'information glisse une information à un autre organe au détriment des autres, est-ce que cela ne joue pas au détriment de la liberté de l'information? Comment Amadou Matarimbo va cautionner une telle manœuvre? Et l'on emploie Amadou Matarimbo pour venir à la rescousse. Je pense qu'on pourrait débattre que cette question tout à l'heure. Vaut mieux qu'on retourne sur celle qu'on a posée il y a un instant, savoir en quoi cette dépêche constitue, enfin, disons le mot, une ingérence dans les affaires intérieures d'Haïti. En fait, moi, je crois que le problème se situe ainsi, c'est que nous avons été le premier organe d'information en Haïti à avoir analysé cette dépêche et à avoir dénoncé les dessous de cette dépêche, le caractère tendancieux de cette dépêche. Donc c'est pour ça, et les confrères jusqu'alors
l'avait considéré, cette dépêche, comme une dépêche en faveur du gouvernement haïtien. Donc, pour avoir été le premier à avoir analysé cette dépêche, nous avons été taxés d'antinationaux. Et c'est là qu'ils ont fait intervenir la solidarité qui existe entre les Européens, solidarité qui n'existerait pas entre nous Haïtiens. La preuve, ils ont brandi l'argumentation des ouvriers du ciment d'Haïti, disons du président du syndicat du ciment d'Haïti, qui disait que les Haïtiens ne sont pas solidaires entre eux, et c'est tout le contraire pour ce qui est des Européens. Et messieurs, je ferai remarquer que dans la mesure où la dépêche constitue une pression sur le gouvernement haïtien, on n'a pas besoin d'être journaliste pour se dresser en avocat d'une tentative du gouvernement d'essayer de lutter contre une multinationale monopolisatrice. Voyez-vous? Par exemple, le fait par le gouvernement d'essayer de baisser le prix du ciment constitue une mesure sociale. Une mesure sociale en faveur des petites bourses et des moyennes bourses également. Comment à ce niveau rester indifférent face à une dépêche qui vise à contrecarrer cette démarche gouvernementale? Soyons précis. Et ses confrères disent que nous sommes des antinationaux, implicitement ils ont dit ça, en défendant la position de l'ambassade de France. Ok? Quelle est la position de l'ambassade de France? Pour eux, nous défendons cette position. Quelle est la position de l'ambassade de France? C'est de dégager ses responsabilités dans une affaire où, en fait, après qu'une dépêche ait essayé d'engager la responsabilité du gouvernement français et de l'agence France Presse dans une affaire entre le gouvernement haïtien et une multinationale. Donc, l'ambassade de France s'est dégagée. Et c'est pour nous un bon signe, c'est-à-dire que, nous savons maintenant que c'est faux. L'affaire reste une affaire entre le gouvernement haïtien et une multinationale. Nous savons ce que ça veut dire, parce que le gouvernement français, en dégageant ses responsabilités, nous dit, vous avez le feu vert. Il ne faudrait quand même pas aller jusque-là, Harold. Le gouvernement français et l'ambassade de France ne disent pas au gouvernement haïtien, vous avez le feu vert, mais disent que pour le moment, c'est ça ce qu'il faut comprendre, pour le moment, le gouvernement français, l'ambassade de France, ne discutent pas le dossier du ciment d'Haïti avec le département du commerce. C'est bien cela. Tout cela laisse ouvert le champ des visites personnelles, des manœuvres de couloir, des rencontres non officielles, tout cela. Mais officiellement, c'est ce que la dépêche, c'est ce que le communiqué de l'ambassade de France nous dit, officiellement, il n'y a pas face à face le gouvernement haïtien et le gouvernement français. C'est clair. Et en dégageant ses responsabilités de la dépêche attribuée à l'agence France Presse, l'ambassade de France souligne bien que toutes les assertions contenues dans la dépêche et concernant la coopération franco-haïtienne qui serait menacée par le différend avec le ciment d'Haïti, toutes ces assertions sont fausses. Donc il y a là une prise de position formelle qui, dans la stratégie d'une lutte du gouvernement haïtien, de l'opinion publique haïtienne, des ouvriers du ciment d'Haïti face à une multinationale, dans cette stratégie, donne aux stratèges, donne aux négociateurs haïtiens le champ libre pour affronter seulement un interlocuteur, le ciment d'Haïti. Voilà ce qu'il faut comprendre comme subtilité de la dialectique de la lutte. La dépêche elle-même, si on la lit avec attention comme nous avons essayé de le faire, la dépêche elle-même aurait tendance à faire croire aux négociateurs haïtiens et à l'opinion publique haïtienne que dans cette bataille, puisqu'on parle de bataille économique et pas de bataille à couteau tiré, dans cette bataille, le ciment d'Haïti aurait derrière lui le gouvernement et l'ambassade de France. Voilà ce que la dépêche tendrait à faire accréditer dans l'esprit de l'opinion publique et de certains membres du gouvernement haïtien. Et l'ambassade de France, en démentant cette assertion et en disant non à ses propres responsabilités, à celles du gouvernement français dans l'affaire, l'ambassade de France, en définitive, nous met, nous, opinion publique haïtienne, nous qui comprenons le combat économique qui se joue, n'est-ce pas, et nous met en face du ciment d'Haïti et du ciment d'Haïti seul. Lorsqu'on a plusieurs adversaires en présence, il n'est pas intelligent d'essayer de les affronter tous à la fois, mais essayer d'avoir une négociation avec un
ensuite avec un autre, et enfin avec un troisième. Voilà ce qui est, à mon avis, plus intelligent. Et ce qui ressort de la stratégie de la lutte, c'est bien cela. Actuellement, si l'on ose dire, le gouvernement et l'opinion publique haïtienne et le syndicat du ciment d'Haïti, les ouvriers du ciment d'Haïti, n'auraient en face d'eux qu'un seul interlocuteur, un seul adversaire de négociation, c'est le ciment d'Haïti. Et ceci prend toute son importance quand on sait la stratégie mondiale de l'impérialisme, c'est-à-dire des rapports entre pays développés et pays en voie de développement. Donc c'est là que cette position du gouvernement français prend toute son importance. Oui, parce que les gouvernements, quand ils veulent régler une affaire au niveau gouvernemental, ils interviennent directement. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par des intermédiaires, ils disent directement à leurs représentants, agissez, nous ne voulons pas perdre nos intérêts dans ce pays. Voilà, c'est clair. Oui, et il faut bien dégager que ceci n'est pas nouveau dans le tiers-monde. Et ceci ne doit pas faire trembler de peur les modérés qui nous écoutent. J'ai une référence en tête au Maroc, dont le chef de l'État s'appelle Hassan II et est un roi. Et le Maroc n'est pas connu pour son extrémisme. Au contraire, le gouvernement marocain est un gouvernement modéré, mesuré. Eh bien, le roi Hassan et le gouvernement marocain avaient un différend avec une multinationale française. Et le roi Hassan, craignant peut-être le chantage de cette multinationale qui aurait voulu laisser croire à une intervention du gouvernement français pour la défense de ses intérêts, le roi Hassan s'est adressé directement au président Giscard d'Estaing, justement le président Valéry Giscard d'Estaing, et il a eu la confirmation que le gouvernement français n'était pas intéressé à défendre les intérêts de cette multinationale et que le gouvernement royal marocain pouvait aisément et librement défendre ses propres intérêts, ce qui a eu lieu, et le gouvernement royal marocain a porté l'affaire devant le tribunal international de La Haye, et l'affaire a été conclue aux bons intérêts du gouvernement et du peuple marocain. Voilà un précédent qui prouve qu'il n'y a pas toujours cette arme absolue que représente dans l'esprit des gens chaque compagnie étrangère a derrière elle tout l'appareil d'État de la puissance impériale qu'elle semble représenter. Oui, et dans le cas d'Haïti, même s'il s'agissait seulement d'une attitude de façade, le gouvernement haïtien aurait intérêt à s'appuyer sur cette prise de position. Absolument. Si dans ce cas il ne s'agit que d'une manœuvre tactique temporaire, profitons-en pour essayer de faire avancer la négociation avec le seul interlocuteur qu'on nous désigne. Et alors, dans ce cadre, cette dépêche s'inscrit comme une tentative adroite, ou bien maladroite, intelligente. Intelligente quand même, d'essayer d'entraver la marche des choses. C'est justement ce que cherchait M. Lambert en glissant intelligemment le nom de Giscard d'Estaing, sans préciser s'il s'agissait du président de la République française. Et il y a encore autre chose, Harold. Quand la dépêche parle de coopération française, ce n'est rien que pour amplifier la manœuvre, la pression. Justement. Moi, je me demande quels sont les mobiles de ces pressions. Et si j'en crois, et si je me réfère à certains événements antérieurs, le correspondant de l'AFP en Haïti n'est pas à sa première manœuvre. Non, il n'est pas à son coup d'essai, effectivement. Et c'est ça qui m'étonne. Dans les réponses de nos confrères, ils ont bien écouté la première partie de notre analyse faite au micro à propos de la dépêche, mais la deuxième partie, ils la laissent sous silence. Pourquoi? Eh bien, parce que le correspondant de l'agence France-Presse, M. Dominique Levanti, n'en est pas à un coup d'essai. L'an dernier, lors des élections dominicaines, il s'était amusé à attribuer à Radio Haïti des informations concernant la réussite du coup d'État militaire en République dominicaine. Il avait attribué à Radio Haïti je ne sais plus quelle connivence avec les militaires dominicains, ce qui, paradoxalement, m'a valu à Santo Domingo des heures d'angoisse dans ma chambre d'hôtel, craignant le pire. Mais nous n'allons pas revenir sur la campagne que Radio Haïti a déclenchée à ce moment-là pour exiger de ce menteur qu'il rectifie ses mensonges. Mais c'est déjà un précédent.
Autre précédent, les informations qu'il avait diffusées qui s'étaient révélées fallacieuses sur la présence de porte-avions ou de bateaux américains dans les eaux haïtiano-dominicaines. Il n'en est donc pas à son coup d'essai. Et comme on dit, qui a menti, mentira. Qui ment aujourd'hui, mentira encore demain. Mais ce qui est important pour nous, ce ne sont pas ces mensonges, ce sont les motivations de ces mensonges. Pourquoi ment-il ? Évidemment, pour défendre des intérêts bien précis. Et Jean, je voudrais signaler à ce propos que, si ma mémoire est bonne, je me rappelle qu'une dépêche de l'AFP, envoyée, expédiée, assurément par ce correspondant, il y a de cela peut-être un an, s'amusait à donner des qualificatifs politiques à certains hommes, à certains organes de presse en Haïti, disant que tel organe était de telle tendance politique, droite libérale, indépendant. Oui. Et l'on pourrait même ajouter gauche nationaliste. Bon, je crois que nous sommes suffisamment étendus sur cet aspect de la question. Nous avons vu la position de l'ambassade de France, du gouvernement français implicitement, les mensonges, le caractère tendancieux de cette dépêche, en gros la partie qui a induit en erreur nos confrères, qui a inspiré leur diatribe. Harold, il nous reste quand même à dégager quelques éléments d'éthique professionnelle. Oui, et précisément un dossier plus complet du ciment d'Haïti révélerait, Harold, d'autres fautes professionnelles, d'autres erreurs professionnelles. Nous avons nos trucs, vous vous souvenez de cette petite phrase, hein? Évocation des négociations aux affaires sociales en septembre 1978, où les ouvriers tenaient à garder secret les résultats de ces négociations. Justement, cette affaire m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était en septembre, on se rappelle, lors des négociations qui avaient abouti à une augmentation de salaire de 16% accordée par la direction du ciment d'Haïti sur 30% qu'avaient exigé les ouvriers. La situation était à cette époque particulièrement tendue, et au niveau du gouvernement haïtien et au niveau des ouvriers eux-mêmes. Aussi, à cette époque, la moindre étincelle pourrait faire exploser la poudrière et remettre tout en question. Je crois que c'était le premier grand succès même du syndicat du ciment d'Haïti. Il fallait au comité syndical le temps de voir les ouvriers, de leur expliquer pourquoi ils avaient accepté 16% au lieu de 30%, expliquer ce fléchissement qui est une tactique intelligente, reconnaissons-le, contrairement à la consigne qu'il y avait durant la revendication qui était de 30%. Dans le cas contraire, l'ouvrier qui apprendrait cette nouvelle d'une façon brusque pourrait réagir de façon inconsidérée. Donc, il pourrait se croire trompé, bafoué une nouvelle fois, parce qu'il n'était pas leur première expérience du genre. Donc, le président du syndicat du ciment d'Haïti avait demandé alors aux représentants de la presse de garder l'information dans les tiroirs jusqu'au lendemain pour éviter une remise en question stupide et inconsidérée de la situation par les ouvriers qui étaient des plus méfiants à l'époque, jusqu'à présent. Justement, les résultats de ces négociations ont été divulgués bien avant et le délai, si j'ose dire, imparti par les ouvriers, par le président du syndicat du ciment d'Haïti. Et monsieur, le président du syndicat même, je t'ai dit que monsieur, t'en prie, pas d'information. À soir, tant que moi, demain matin à 8 heures. Parce que si l'information pas être dans les oreilles avant l'heure, il n'est risqué de péter le beau parce que il va comprendre que je travaille. Parce que, monsieur m'a dit sérieusement, que je suis le ciment d'Haïti depuis 2 ans. Négo, chaque comité syndical que vous mettez de confession là-dedans, négo, à la fin, la vie est mal. Bon, il change. Et nous rappelons en février, le comité syndical, les délégués syndicaux étaient démissionnés pour dénoncer des manœuvres. En mai, il a levé contre le syndicat. Il est venu Lyon en juillet. C'était la première expérience qu'il a fait. Et on a rappelé que c'est à l'occasion de ça qu'on frère te dit qu'il y a un petit truc qui vous donne l'information. Oui, mais auditeurs nous connaissent que nous ne pouvons pas comme ça. Et que pour... Oui, mais là, tout capable de poser un autre problème. Par exemple, le fait qu'on doit venir sortir dans le peuple là et puis là c'est valable peut-être pour sur notre question. C'est valable peut-être on a en ligne. Non, écoute, là c'est valable peut-être pour certains d'entre nous, bon pour Jean par exemple, mais pour moi c'est pas possible. Moi je viens aussi du peuple. Hein. Et peut-être beaucoup plus que certains. Et on peut ne pas venir du peuple et aller vers le peuple. Non, ça reste possible. Mais ça va que en fait, d'accord. Oui, mais là, je m'a dit un petit mot, Harold. Parce que, vous songez, l'homme, ça a fait, l'homme tendait que, quand voisin,
yo te bay résultat négociation yo, tandis que nous-mêmes, nous pas de bay résultat négociation yo. Ou songe me descendre, bride soukou me vinn joindre, me dit ah ouais, sort faire comme ça. C'est là sort mettre me chita dans salle des nouvelles là, ou dit me Jean, ou apprendre pile bagaille parce que me jeune passé mais je dis c'est moi capable prendre bagaille. Et m'a jamais lié de l'eau monter dans j'aime tout ça. Leur dit me Jean, c'est président syndicat même qui demandait pas parler de augmentation 16% que tu obtenir tandis que tu demandé 30%. Là ça m'ouvre j'aime me dit comment président syndicat mando ça et puis li ba information ba autres ou dit mais non il demandé tout le monde ça. Nous avons information dans salle nouvelle là, il était là sur papier tout ba là. Nous avons depuis même l'heure. Yeah. Oui, là me pensais que c'est une question de gain primeur information fait. Bon, vélétariat blague bon. Ah, vélétariat bobine, bon, c'est vedette tout, mais Harold, c'est vedette tout. Alors, ça, là, Harold, mon paquet, mon capitaine, nous, cap coûté, pour dire ça, Harold, penser ça, Harold, pour yo. Mais c'est pas ça qui a motivé nous toutes. Le travail des journalistes, là, c'est un travail d'équipe, li fait. On prend, dit pas qu'à faire tout l'autre gens, surtout dans la radio. C'est un travail d'équipe. Ça veut dire que moi-même, Jean-Dominique, je ne suis pas capable d'aller au Cap, m'aller au CAI, m'aller Jérémy, m'aller à la CAI pour me faire couverture électorale, là. Philo, Sony, Jacques, Howell, Marvel, Jacques Price, tout le monde vient pour mettre la main à la pâte pour faire information. C'est ça, me pense, qui est valable, travail d'équipe là. Mais comme l'autre parole qui t'est parlé, le ça, et m'a obligé de tourner sous lui parce que parole ça a fait mourir en pile. Et le bail ça, nèg là senti le vex en pile parce que bon, ok, position était correcte puisque nous respectons volonté président syndicat. C'est normal, c'est pas parce que c'est ouvrier lié, c'est pas parce que c'est du peuple que nous respectons volonté, on a fait démagogie, après ça veut dire non. C'est parce que on n'est qu'à bonne information. L'idiot, information, il vient pour le diffuser dans 3 heures de temps. Ok? Ou bien pour respecter ça. Ah, il y a ce qu'on se fait tout le temps, tout le temps. Information, le doux, diffuser le tel là. Diffuser le tel là. Et sous fait en vent, son manque d'éthique professionnelle, son faute qu'on commet. Donc, problème non c'est pas tellement un problème ouvrier, bien sûr, c'est un problème ouvrier tout, parce qu'il faut nous respecter. Parce que camarade ça qui a lutté, qui a battu tous les jours depuis combien d'années, il faut nous respecter le travail. Il faut nous habituer à respecter, incliner devant eux. Et quoi si ils sont capables de reconnaître enfin que à part ils représentent qui choy dans le lutte gouvernement maintenant pour baisser précisément, eh bien, il y a longtemps nous-mêmes ici de Radio Haïti, nous t'es contre ça. Oui, Jacques. Oui, mais là, tu fait interview une question que je ne pas dit qui dépassait, mais nous méritons de dépasser la question ça. Question couleur. Ah oui. Eh bien, moi, je répondrai, Jacques, à une chose. C'est que j'ai souri avec beaucoup de philosophie à certains mots qui ont été lancés. Aristocrate. Oui, aristocrate. Ça fait plaisir pour mon dire aristocrate parce que je me songeais, Anténor Firmin était traité d'aristocrate. Et Louis-Joseph Janvier a été traité d'aristocrate. Jacques Alexis a traité d'aristocrate. Alors si c'est même famille ça, je suis très content de d'aristocrate. Quant à décadent, lui-même, m'a tourné sous lui. Parce que, yo juge un homme sous qui ça? Sous physique ou bien sous position qu'on prend dans la vie? Qui position on prend dans la vie? On tape défendre créole. Moi essayer ouais que si religion populaire haïtienne sont religion valable, religion opprimée, peuple haïtien, vaudou, il y a des éléments valables. Est-ce que lutte peuple haïtien pour plus de mieux-être, plus de liberté, plus de décontraction, est-ce que son bagage qui est valable? Mais si position ça est décadente, et bien me voulait décadent. Mais nous ne pas penser que avec question de couleur là pourrait faire l'objet de débat. Oui, surtout à l'occasion de l'affaire qui s'est produite cette semaine à l'Institut supérieur technique d'Haïti. Oui, Marvel, ça me fait réfléchir, tu sais, parce que j'ai reçu effectivement une lettre d'un étudiant. Malheureusement, cette lettre émouvante, cette lettre vraiment intéressante, n'est pas signée. Bien que l'étudiant ait dactylographié son nom au bas de la lettre, je ne vais pas citer ce nom en attendant que l'étudiant s'identifie et nous donne l'autorisation de donner lecture de la lettre. Mais sous le titre « L'affaire Cols-Beaubrun », il revient sur cette histoire qui avait inquiété les étudiants de l'école Richard Lecomte et il la situe dans une perspective extrêmement intéressante que des journalistes de la presse indépendante
se doivent d'analyser. Je crois qu'il faudra revenir là-dessus. Vous êtes d'accord, messieurs? Absolument. Je suis d'accord. Ça pourrait faire l'objet à lui seul d'un débat. D'un débat, oui, absolument. Mais on avait parlé également d'autre chose. Ça me titille depuis quelques jours. Il avait dit qu'on ne divise que ce qui est divisible. Moi, vraiment, ça me fait rire. Parce que qui n'est pas divisé? Qu'est-ce qui n'est pas divisible? Voyez-vous, en fait, moi, je pense que peut-être qu'il a confondu union et uniformité. Moi, en tant que journaliste, je ne souhaiterais jamais une presse uniforme. Une presse uniformisée, ça n'existe pas, ça ne saurait exister. Ça n'existe que sous les régimes fascistes. Oui, oui, et en apparence seulement. Oui. Oui. Cela voudrait dire aussi que dans l'unité, il n'y a pas de contradiction. Oui, ça voulait... Ouais, je sais qu'il peut y avoir une presse unie, mais pas uniforme, pas uniformisée. Là, il a confondu union et... qu'il a voulu parler de sa provenance populaire en rapport avec le peuple lui-même. Non, il a dit que... Comme... non, c'est précis, il a dit que on ne divise que ce qui est divisible. Moi, je pense que la presse peut être unie dans une situation donnée, mais sans être pour autant uniformisée. Il y a nuance. Oui. Bon, c'est une question dialectique, il y a nuance. Oui, je crois, Harold, que tu fais bien de soulever ce problème, parce que ce problème, au fond, c'est celui qui nous divise. Mais là, c'est une question théorique importante. Nous pouvons avoir des différences. Au contraire, ces différences marquent une série de progrès que font les journalistes vers la liberté de la presse et vers la transmission des pulsions de toute la population. Chacun peut les voir différemment, ces pulsions. Mais ce qui est important, ce sont les présupposés idéologiques qui nous motivent. Est-ce que notre façon d'envisager la situation politique haïtienne permet à chacun de nous d'espérer qu'il y aura plus de liberté, plus de mieux-être, une meilleure répartition des richesses et aussi une articulation rationnelle de la volonté populaire? C'est ça qui est important. Mais ceci à travers les divisions d'interprétation, les différentes interprétations qui ne sont pas des contradictions insurmontables, qui ne sont au contraire que des contradictions que nous devons chaque fois surmonter pour faire un pas en avant. Mais Jean, justement, à propos de ces contradictions dont nous parlons, je me demande si très prochainement on ne va pas devoir organiser un débat sur les bases de cette compétition, parce qu'il s'agit bien de compétition, et compétition virulente entre deux stations de radio, ou bien plusieurs stations de radio. Ne faudrait-il pas que très bientôt on revienne là-dessus pour s'interroger sur les causes du malentendu de cette compétition? Est-ce que ce serait le marché qui serait beaucoup trop étroit et qu'on penserait que la meilleure façon d'avoir beaucoup plus de publicité, comme on est des stations commerciales, c'est d'éliminer, d'écraser un concurrent? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres comptes à régler, des comptes de personne à personne, vouloir écraser un autre pour paraître à sa place? Moi, je suis à ce niveau que se situe le problème. Je suis revenu là-dessus, c'est pour faire le point pour ceux de ma génération qui sont actuellement dans la presse. C'est pour dire que nous pouvons être unis devant une situation déterminée, mais sans être pour autant uniformisés. Le confrère a voulu jeter la confusion dans nos esprits en disant qu'on ne divise que ce qui est divisible. Je sais, tout est divisible, mais on peut être unis sans être pour autant uniformisé. Il a confondu union et uniformité. J'estime, Harold, qu'une précision importante doit être apportée dans cette causerie. Disons que dans le contexte social et politique de notre pays, la presse a pris un certain engagement. Disons mieux, la presse progressiste. Mais il se trouve que des organes d'information engagés sur cette position particulière se trouvent en même temps placés sur un terrain particulier, le marché publicitaire. Les collègues de Radio Haïti, sans nier cette situation, ont toujours essayé de faire de l'écho des problèmes culturels, politiques, sociaux du pays un impératif. Mais pour d'autres confrères, la raison économique et les ressentiments personnels priment toute chose.
Est-il possible d'avoir aujourd'hui une vue commune sur des problèmes d'intérêt général? Je ne crois pas que ce soit possible pour le moment. En tout cas, pour moi, je pense que l'important pour nous est de savoir ce que réclament vraiment les auditeurs. Justement, ou du moins, je peux formuler la question autrement. Qu'est-ce que le journalisme en 1979? Oui, c'est très intéressant ici. Et j'ai là des choses, des points à signaler concernant justement le journalisme qui se réclame indépendant. Le journalisme indépendant doit se cantonner au rapport objectif des faits et aussi à une analyse en profondeur de ces faits pour permettre à l'auditeur d'avoir une vue à la fois synthétique et peut-être aussi détaillée de l'actualité, ce qui peut lui permettre, dans une certaine mesure, d'évoluer dans son milieu, de le transformer également si possible. Et aussi être journaliste indépendant, ou bien pratiquer le journalisme indépendant, c'est aussi diffuser une information, ou bien refuser de diffuser une information qui viserait à privilégier des groupes sociaux au détriment d'autres. Mais il n'y a pas seulement le journalisme indépendant, il y a aussi le journalisme progressiste dont se réclament tant de confrères. On a également voulu faire croire à l'opinion publique que nous sommes des ouvriers de la dernière heure, des ouvriers, et nous avons volé au secours de la victoire. Mais il faut faire remarquer également que nous avons suivi et nous suivons encore le ciment d'Haïti, l'affaire du ciment d'Haïti depuis 2 ans. Et à aucun moment de la durée, nous avons eu à écrire ou à faire un reportage qui soit défavorable ou nuisible aux intérêts des ouvriers. Et moi, je me demande, qu'est-ce que l'on entend réellement par être solidaire aux ouvriers? Ah, c'est ça la grande question. Parce que, bon, ouvrier de telle heure ou de telle heure, dans tous les domaines que nous avons cités tout à l'heure, Harold, celui de la bataille du créole, celui de la bataille pour la religion populaire haïtienne, celui de la bataille pour les intérêts économiques, je fais référence à la bataille menée par Radio Haïti à l'époque, de la lutte contre la multinationale Reynolds à propos de la bauxite et des royalties sur la bauxite. Et l'affaire de l'IPN également. L'affaire de l'IPN qui m'a valu les foudres de l'ambassade. Eh bien, dans tous ces domaines, nous avons été toujours les premiers. Mais nous ne nous en faisons pas gloriole, parce que lorsque nous commençons une bataille, lorsque nous débutons les premières escarmouches d'une bataille, nous souhaitons au contraire que d'autres viennent se rallier à nous pour mener cette bataille avec nous. Nous ne voulons pas avoir le monopole de la lutte, l'exclusivité de la lutte, ce qui serait absurde dans la mesure où une lutte se mène avec tout le monde et pas seulement avec des individus isolés. C'est là la différence que nous faisons entre ces luttes pour la vérité. Mais revenons à la question de solidarité. Notre solidarité est évidente avec les ouvriers, les paysans spoliés, et dans le cas particulier des ouvriers du ciment d'Haïti, qui oserait le contester? Oui, question solidarité, son bagage moi qui est très très intéressant. Parce que premièrement, il y a un rapport avec un petit bagage que nous avons dit là tout à l'heure à propos de ligne et encore végétariat. Parce que les ou propose ou dit que ou vient de peuple, etc. Bon, c'est-à-dire que ou ont intérêt ou ont ligne. Parce que sous pas besoin de descendre à lui-même, c'est-à-dire qu'on gagne dans la caillou, son bagage qui est unique, naturel. Donc son bagage que pour nous et tout dans démarche ou Jean Pagi. OK. Par exemple, les co diffusant information que vous pas diffuser. Yo mando vous va diffuser parce que on mettre un série d'intérêt en cours. 2. On va parler de solidarité. Admettons que soit on te fait bon ou que le pas bon, etc. Qu'on y a, on va essayer qu'on bloque vide. Par exemple, bon, ils mettaient à pied 118 ouvriers. 118 ouvriers, ils révoquent eux. Alors, on va révoquer eux, non? Ils révoquent temporairement. Vous compressez. Ok, vous compressez eux. Donc, comment on peut réagir envers ouvriers ça? Est-ce que on va aider eux? C'est-à-dire une bâtie pour dire oui, faites ceci, faites cela, etc. Mais au moins, bah, on encourage, on forme, au moins, parce que essentiel pour ouvrier, lui-même, c'est pas recevoir un petit argent. Pas recevoir un petit argent, on va mourir grand goût. Mais l'essentiel, c'est que le connaît que place, c'est dans l'usine, non? Et que
Il y a une tradition à patron, c'est vrai, mais le pas capable de travailler. Ça permet de poser un petit problème qu'on a rencontré dans le livre, un problème que dit, enfin, gros messieurs ça veut dire son problème philosophique, entre ça et les solidarités avec charité. Est-ce que un ouvrier révoqué, il demande l'argent, Ou bien comprendre c'est charité le demander, ou bien est-ce que le demander pour le retourner dans le travail? Je pense qu'à ce niveau, la réaction du syndicat a été significative. Oui. Significative. Oui, la réaction a été significative et il faut dégager les éléments philosophiques de cette réaction. Oh, je sais que certains mandarins peuvent me dire que les ouvriers, quand ils écrivent, ils ne font pas de philosophie, mais quand nous les lisons, nous devons nous enrichir philosophiquement. Et la réaction des ouvriers dans leurs lettres a été significative. La charité pour eux, ils ne la mentionnent même pas. Ce qui compte, c'est le respect et la défense de leurs droits. Oui, mais il faut non pas perdre de vue trop, parce que à l'occasion de petits mouvements de solidarité, ça, nous voyons comment une sorte de sympathie de consommateurs pour producteurs. Ah, Oui, Et c'est toutes ça, ces Zod, pas démarches, dans tout souligné. ça que dire, par exemple, signaler comment c'était vraiment une sympathie que consommateurs t'éprouvaient à ouvriers. Comment, enfin, pour revenir à la question du peuple, j'en viens, que à un certain niveau, il va sortir dans le peuple là, qui sympathise avec le peuple là. Bon, c'est Alors, ça un petit parole là. éclaircissement, vous le faites là. Par exemple, dans quelle mesure affaissement l'y intéresser ouvrier et puis l'y intéresser bon Consommateur. consommateur. Mais intéressé ouvrier consommateur, oui, Oui. ça doit lisonner. Donc, on a dit que, premièrement, le gouvernement prend mesure, Simon Haïti font réaction. Les compressés 118 ouvriers. Donc, son pression, par un monde qui parle. Mais, mesure là lui-même, il y a un aspect positif là-dedans. C'est que, il baisse le prix ciment, consommateur a bénéficié. Or, les collectes là, t'as fait, parce que, quand bien même, collecte là lui-même, nous voyons que le bon aspect critiquable là-dedans, mais le l'autre aspect positif tout. Et aspect positif là, c'est pas un aspect bas végétarien en base, non. C'est un aspect côté que les prend bande citoyen et le mobiliser son problème, les montrer que si mon Haïti font mon bien, eh bien, ils ont un rapport avec eux-mêmes qui vivent dans la ville là. Ils ont un rapport à problème yo. Ils ont un rapport à eux-mêmes comme étant consommateurs. Nèg qui a besoin, par exemple, qui a subi crise du logement, tout c'est le problème comme ça, cherté de matériaux de construction, tout base, etc. Ils ont mis et ils répondent à lui-même. C'est un problème national. Son problème national qui est intéressé Tout citoyen. qui est intéressé tout citoyen qui est concerné par le problème, non, qui frappé par lui-même parce que quelqu'un n'est pas frappé. Et bah, ça a d'autant plus important, Sonny, c'est que, pas oublier que l'or ouvrier année passée t'a fait grève, t'es une tendance dans la presse officielle là, de dire attention, danger, monsieur, ça c'est des ordres à faire, la menace intérêt, bon monde. Tandis qu'en définitive, année ça, nous ouais différence là, c'est que le consommateur lui-même lui ouais que au fond ouvrier au travail pour lui, intérêt pâle. Et c'est ça que nous avons pour nous dégager de collecte là. C'est que collecte là a un aspect charité là-dedans. Bon, ouvrier eux-mêmes ils sourient sur l'aspect charité là, mais collecte là a un aspect solidarité et c'est lui-même qui qualifie prise de conscience là. Et justement, cette question de solidarité et de charité constituerait un vrai sujet de réflexion pour ce qu'on appelle aujourd'hui en Haïti le journalisme progressiste, dont les caractéristiques seraient, à notre humble avis, d'abord, le respect du droit de l'ouvrier à tenir secrète une information sur sa lutte économique contre le grand capital. Cela ne concerne pas uniquement l'ouvrier. Respect aussi pour des confrères, même en cas de conflit. Discutez, messieurs, honnêtement, avec des analyses précises. Humilité, modestie et non-arrogance, impulsivité, esprit de clan ou de compétition malsaine dans la diffusion et la recherche de l'information. Respect pour l'auditoire, dont l'opinion n'est pas aussi manipulable à volonté comme on se plaît à le croire. Ouverture sur la culture et la langue populaire. Oui, mais je dois ajouter une chose, Marvel. C'est que tu dis ouverture sur la culture et la langue populaire. D'accord.
tu arrives là à un point capital. C'est que le journalisme indépendant devient journalisme progressiste quand celui-ci s'engage sur des positions nationales, sur des positions populaires haïtiennes, sur des positions culturelles haïtiennes, et disons le mot, sur des positions démocratiques. Le journaliste progressiste perçoit les contradictions de la communauté, mais il sait que la vérité fait avancer l'homme vers plus de liberté. Nous parlions du diable tout à l'heure à propos d'un correspondant. Eh bien, je crois que le journalisme progressiste sait que la vérité, comme dit l'autre, fait rougir la face du diable. Cette nouvelle formule vous a plu à vous, auditeurs, comme elle nous a plu à nous, mes collaborateurs et moi, dans la mesure où elle nous a permis d'étudier le problème sur tous ses aspects, et même d'aborder d'autres questions connexes qui n'ont pas de rapport direct avec le sujet débattu. Cependant, nous avons quand même laissé, limité par le temps, laissé de côté, et c'est là une grave lacune, des questions assez importantes, telles par exemple l'issue de cette bataille. Comment finira-t-elle? Mais même dans le cas d'une défaite, cette affaire aura quand même permis de rapprocher ouvriers, force du travail, opinion publique, techniciens de l'administration autour d'un problème national. L'affaire de l'école technique Richard Lecomte, avec en filigrane la question de couleur, faux problème qui pourrait faire l'objet à lui seul d'un débat. Et là, heureusement, ce premier essai nous a permis de mettre en lumière d'autres matières à réflexion qui certainement feront l'objet d'autres tables rondes, d'autres débats autour du micro d'Haïti Inter. Je remercie mes collaborateurs, Jacques Jean-Baptiste, Marvel, Jean, Sony et Yvon Bastien pour la technique, qui ont participé de bon cœur à la réalisation de cette émission, mais également les auditeurs qui ont gardé l'écoute jusqu'à cette dernière minute.